Mesdames et messieurs, j'entame mon règne avec la volonté de me mettre... Ne soyons pas naïfs, rien n'est gratuit. C'est la crise pour tout le monde. Un chiffre d'affaires d'1 milliard. Il y a une urgence économique. 1400 emplois supprimés. Et maintenant, dans les 60 plus grosses sociétés, le traitement miracle n'existe pas. C'est potentiellement cancérigène. Il y a des centaines de produits chimiques. C'est une sorte de pression inacceptable sur le commandant de bord. Tromperie sur l'étiquette. Viande, de bosse. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Je ne veux plus, dans notre pays, Je ne vous cache pas un réel malaise. Bonsoir, bienvenue dans Question à la Une, votre magazine d'investigation avec, au sommaire ce soir, une enquête étonnante. Acheter du sperme en Belgique sur Internet aujourd'hui, c'est possible et ça pose question, car vous pouvez tout choisir, l'origine du donneur, sa couleur de peau, sa taille ou encore la couleur de ses cheveux. Les options sont infinies, à condition d'y mettre le prix. Les prix varient selon les profils et la qualité des dons. Si une paillette coûte en moyenne 700 €, réserver du sperme pour des grossesses ultérieures peut vous coûter jusque 10 000 €. Le Danemark est devenu aujourd'hui le nouvel Eldorado du sperme. Même nos hôpitaux achètent du sperme danois, car vous allez le voir, les donneurs de sperme belges font cruellement défaut. Notre deuxième enquête sera consacrée à un marché opaque et totalement inconnu, celui du sang. En effet, la plupart des donneurs ne connaissent pas l'utilisation finale de leur sang. Quand vous donnez votre sang, est-ce que vous savez à quoi il va servir? Mais je pense qu'il va servir à plein de choses pour des gens qui sont hospitalisés ou des grands accidentés. Mais ce que cette dame ignore, c'est que 90% du plasma sanguin qu'elle vient de donner sera acheté par l'industrie pharmaceutique pour fabriquer des médicaments. Ainsi, avec du sang offert par des donneurs, les sociétés pharmaceutiques engrangent d'énormes bénéfices. Enfin, presque tout le monde achète ses produits bio dans des supermarchés. C'est ce qu'on appelle le bio low cost, puisqu'il coûte nettement moins cher. Mais cette industrialisation du bio engendre une exploitation inhumaine, en Espagne par exemple, où les ouvriers agricoles travaillent toute l'année dans des conditions proches de l'esclavagisme. Si vous avez entre 18 et 44 ans et que vous êtes en bonne santé, vous pouvez devenir donneur de sperme anonyme. Et ce, pour la modique somme de 75 €. Est-ce trop peu payé? Toujours est-il qu'en Belgique, il existe une pénurie de sperme. Dès lors, nos hôpitaux, mais aussi des particuliers, sont obligés de se tourner vers l'étranger pour acheter la précieuse semence. Et vous allez le voir, les sociétés spécialisées dans la vente de sperme sont en plein boom. Les catalogues de donneurs fleurissent sur Internet et il y en a pour tous les prix. Voici, le sperme est-il une marchandise comme une autre? Une enquête de Véronique Fouillat et de Christian Leroy. Ed Houben est guide touristique, mais ce n'est pas à ce titre qu'il figure au Guinness des records, car Ed a d'autres activités, bénévoles celle-là, qui lui confèrent une petite notoriété. C'est qu'à ses heures perdues, Ed est donneur de sperme. Depuis une dizaine d'années, il exerce ses activités à domicile, et avant de recevoir ces dames, il se soucie de leur confort. Vous savez, on a besoin de certains accessoires d'hygiène. Faire un enfant, ce n'est pas toujours un acte très propre. C'est une chose naturelle et il se peut qu'il y ait un peu de liquide. Alors les femmes se sentent plus à l'aise si elles savent qu'elles ont de quoi se rafraîchir sous la main. À 48 ans, avec 117 enfants à son actif, le bonhomme s'est taillé une solide réputation et les demandes arrivent d'un peu partout. Les rencontres ont lieu dans son petit appartement, le temps de faire les présentations et de se mettre à l'aise. C'est moi qui prends l'initiative, mais je ne ferai jamais rien qui puisse vous heurter ou vous être désagréable. Au moment d'aller au lit, en général, la femme est relaxe et c'est moi qui suis nerveux. Au début, comme j'ai un miroir, je m'y regardais. Je ne me trouvais pas attirant. Je ne pouvais pas imaginer qu'une femme ait envie de coucher avec moi. Mais en même temps, je me suis dit que 6 milliards d'individus avaient été conçus de cette manière. Et donc,
c'est procréer autrement qui serait anormal. Ed consigne scrupuleusement toutes ses naissances et plusieurs femmes restent même ponctuellement en contact avec lui. Témoin cette rencontre annuelle, filmée par la télévision néerlandaise et où il apparaît au milieu de sa progéniture. On organise parfois des rencontres pour les familles qui veulent venir. On se retrouve à Maastricht, les enfants peuvent me parler, jouer avec moi, jouer ensemble. En agissant de la sorte, on prévient aussi la consanguinité. Avec un tel palmarès, il ne voit aucune raison de s'arrêter en si bon chemin. Les enfants ne sont pas des numéros, ce sont des êtres humains à part entière et ils ont chacun leur importance. C'est pour ça que je n'ai jamais vu de raison valable d'arrêter. Face à la montée de l'infertilité, face aux nouveaux modèles parentaux, le sperme est devenu une semence très convoitée. On peut s'en procurer à l'hôpital, mais on peut aussi en acheter sur Internet, aussi simplement qu'un t-shirt. Et au Danemark, certaines banques privées en ont fait un véritable business. Le sperme a donc acquis une vraie valeur marchande, mais les enfants issus de ces dons témoignent parfois d'une réelle souffrance. Alors osons la question, le sperme est-il une marchandise comme une autre ? En Belgique, le don de sperme existe depuis une trentaine d'années et classiquement, ce sont les hôpitaux qui l'organisent via les centres de procréation médicalement assistés. C'est le cas à Erasme à Bruxelles où Paul se rend tous les 15 jours pour faire don de sa précieuse semence. Des visites qu'il effectue discrètement, personne dans son entourage n'est au courant. On arrive à l'accueil ici, on donne son nom, on patiente pas très longtemps, puis il y a une autre infirmière qui nous prend en charge. Elle colle nos étiquettes sur tous les flacons et les papiers pour bien nous identifier. Puis elle nous donne le matériel pour le don, à savoir un flacon pour l'urine, pour le sperme, ceci c'est le sperme, du désinfectant. Et puis on va dans la salle de don. La cabine est plutôt spartiate, un fauteuil, un lavabo, des essuie-tout et une télé, enfin, quand elle fonctionne. Ça fait un peu local de punition, quoi, parfois. Hein. Si on éteint, c'est la cave, quoi. Chaque don est dédommagé à hauteur de 75 €, mais malgré cela, les candidats ne se bousculent pas au portillon. On manque cruellement de donneurs et donc je pense que l'information ne circule pas suffisamment dans la population. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ça reste tabou? Je pense que c'est moins tabou qu'avant. Peut-être parce que les indications se sont élargies à d'autres formes de parentalité, les couples homosexuels, les femmes célibataires. Et donc je pense que le recours aux donneurs de sperme est moins tabou qu'avant. Il n'empêche, la Belgique en manque, et notamment parce que les critères d'acceptation sont stricts. Les donneurs doivent avoir entre 18 et 44 ans, être en bonne santé. Ils ne doivent pas être porteurs de maladies sexuellement transmissibles ou de maladies héréditaires. Leur sperme doit être de bonne qualité et il ne peut servir qu'à 6 familles pour éviter tout risque de consanguinité. C'est très difficile parce que, à travers les donneurs qui se présentent, ils ne sont pas tous acceptés. Il y a un critère de sélection et on accepte probablement 2 donneurs sur 10. D'autant que les donneurs passent aussi un entretien psychologique, l'équipe doit s'assurer de leur équilibre et de leur motivation. Mais on a aussi des demandes qui émanent de couples de femmes et aussi de femmes célibataires. Pourquoi pas? Quels seront les parents? Je ne le saurai jamais, donc je m'imagine quelque chose de plutôt positif avec des enfants bien accueillis. En 2016, Erasme a procédé à plus de 850 inséminations et à une centaine de fécondations in vitro avec sperme de donneur. Et dans 7 cas sur 10 environ, les gamètes ont dû être importés. Depuis quelques années, nous avons pris l'option d'importer également des pailles de sperme de donneur de banques de sperme étrangères qui répondent aux critères de sécurité de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé.
Mais voilà, on manque cruellement de donneurs et donc je pense que l'information ne circule pas suffisamment dans la population. Et cet Eldorado du sperme, c'est au Danemark qu'il se trouve, et plus précisément à Aarhus, une petite ville étudiante située à 2 heures de Copenhague. De l'extérieur, difficile d'imaginer que c'est ici que l'Amazone du sperme a installé ses locaux. Car Cryos, la plus grande banque de sperme, annonce 1 millier de donneurs. Ce sont majoritairement des étudiants, et moyennant une 50aine d'euros, ils peuvent faire un don autant de fois qu'ils le souhaitent. Les critères sanitaires sont stricts, mais l'ambiance, elle, est décontractée. Elle n'a rien à envier à nos hôpitaux. D'ailleurs ici, le sujet n'est pas tabou, et comme la loi le permet, 65% des donneurs ne sont pas anonymes. Nous avons rencontré un habitué. Le don de sperme, le don d'ovules, tout cela est aussi normal que le don de sang au Danemark. En ce qui me concerne, si j'étais un enfant issu d'un don de sperme, j'aimerais savoir d'où je viens. Vous aimeriez le connaître davantage et qui sait commander ces paillettes? C'est très simple, tous les donneurs sont répertoriés sur le site de Cryos avec des profils plus ou moins détaillés. Selon vos moyens, vous aurez accès à des informations de base comme la taille, le poids, la couleur des yeux, mais moyennant quelques clics et pas mal d'euros, vous pourrez connaître la personnalité du donneur. Vous pourrez découvrir sa frimousse de bébé, connaître son parcours scolaire, savoir quels sont ses hobbies, ses goûts, découvrir les membres de sa famille et même entendre les intonations de sa voix. And you're welcome to get in contact with me when time comes for that. It would be a problem. Ce serait un problème si les gens normaux ne pouvaient pas se le payer. Si c'était réservé aux classes élevées de la société. Mais maintenant, c'est bien comme ça. C'est très simple d'acheter du sperme et ce n'est pas trop cher. Je pense que c'est une belle façon de partager et d'aider les autres. Et des sociétés comme Cryos ou d'autres banques favorisent cela. Notre donneur est trop modeste. Sa paillette coûte moins de 1 000 €, mais comme il en faut 2 pour réussir une insémination, s'offrir son sperme revient quand même à près de 2 000 €. Car chez Cryos, les prix varient selon les profils et la qualité des dons. Si une paillette coûte en moyenne 700 €, réserver du sperme pour des grossesses ultérieures peut vous coûter jusque 10 000 €. Il y a un marché avec une demande et une offre. Mais c'est pareil si vous sortez et que vous trouvez un partenaire, c'est aussi un marché. Vous allez dans des discothèques ou des bars ou que sais-je pour rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, on est plutôt dans la recherche de partenaires. Il est très important pour la société que les gens puissent se reproduire d'une manière ou d'une autre parce que nous avons besoin d'enfants. C'est donc une vraie nécessité d'avoir une compagnie comme la nôtre parce que sinon le taux de fertilité chuterait et la qualité de vie ne serait plus la même. Les gens ne se rencontrent plus comme avant et la structure familiale traditionnelle ne fonctionne plus, donc c'est important qu'il y ait des entreprises comme la nôtre pour la communauté. Avec la globalisation, le sperme des Danois s'exporte ainsi vers une centaine de pays, que ce soit vers des hôpitaux ou des particuliers. La semence est d'abord récoltée, analysée, congelée, et quand le client passe commande, il n'y a plus qu'à l'expédier. Le colis est livré avec le mode d'emploi et à l'arrivée, il suscite parfois quelques surprises. Ben oui, donc voilà, c'est effectivement une paille de sperme, absolument. Donc on la voit là à l'intérieur avec les coordonnées du donneur. Et ben oui, un mode d'emploi. Vous saviez qu'on pouvait commander ça par la poste en particulier? Alors, je ne pensais pas que dans les banques danoises, on envoyait ça à des particuliers également. Donc ça, non, voilà, vous m'apprenez quelque chose. Je suis
Je suis assez étonnée, je dois bien le dire. Et vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui vous étonne? Je pense que on fournit du matériel biologique sans aucun contrôle, ou en tout cas sans aucun regard sur l'origine de la demande, finalement. Et quelqu'un qui est très très perturbé psychologiquement et qui veut absolument être enceinte, voilà, il y a moyen manifestement d'y aboutir par cette méthode, donc je trouve que c'est un petit peu léger. Dans la vie, les filles peuvent aussi tomber enceintes, elles n'ont pas besoin de permission. Il n'y a aucune réglementation sur la personne à qui vous allez concevoir un enfant, ni sur votre âge. En termes d'accord, chez nous, vous devez signer un papier en déclarant que vous avez l'âge légal pour pouvoir commander du sperme. Mais à part ça, nous n'avons aucune raison d'approuver ou de donner notre avis sur nos clients, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe quand les gens se reproduisent de façon naturelle. Alors oui, d'aucuns vendent donc du sperme comme des t-shirts sans se soucier d'éthique. Cette pratique décomplexée est manifestement rentable, mais à quel point, nous ne le saurons pas. Peut-on avoir une idée du chiffre d'affaires de la société? Le chiffre d'affaires augmente d'environ 10% chaque année, mais il est secret. C'est un secret commercial. Aurélie a bénéficié d'une insémination à l'hôpital et selon toute vraisemblance d'un donneur danois. À 35 ans, après des échecs sentimentaux, elle décide de faire un enfant seule et ce mode opératoire lui convient parfaitement. Quand j'ai décidé de le faire seule, c'était seule. Je ne voulais pas que cette personne intervienne dans ma grossesse ou dans l'éducation de mon enfant. Là, avec cette procédure-là, il n'y a personne qui interfère entre moi et Louise. Elle est infirmière et au quotidien, son choix n'est pas toujours facile à assumer. Sa maman la soutient, elle s'occupe souvent de Louise, mais il n'empêche, il lui arrive de s'inquiéter pour sa petite fille. Et parfois, la seule question que je me pose, c'est vis-à-vis d'elle, comment elle va prendre le fait de ne pas avoir de papa. J'aurais peur qu'elle l'en veuille à sa maman, par exemple. Elle a mille et une raisons d'en vouloir un jour, comme tout enfant, en fait. Quand elle sera peut-être en crise d'adolescence ou... Aussi le regard des enfants par rapport à ça, quoi. À l'école, je me dis, on va sûrement la taquiner avec ça, t'as pas de papa. Aurélie a eu le choix entre un donneur belge ou étranger et elle a choisi cette dernière option pour bénéficier plus rapidement d'une insémination et mettre une certaine distance avec celui qu'elle surnomme Monsieur Payette. Alors du père biologique, je sais juste qu'il est blond, enfin qu'il doit être blond, aux yeux bleus. Enfin, quand je regarde ma fille actuellement, je me dis que quelque part il doit être sympa puisque je trouve ma fille tellement belle que oui, je pense parfois à lui en me disant que oui, en effet, il doit être mignon pour... On est moins regardant pour les femmes célibataires et où on va privilégier les donneurs qui sont disponibles et où la qualité du sperme sera la meilleure. Et on fait en sorte que l'enfant issu d'un don soit compatible avec l'apparence de ses parents. Donc on va essayer d'apparier l'apparence du donneur à l'apparence du futur père. On regarde par exemple la taille, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la matité de la peau, bien entendu l'origine ethnique, et si possible le groupe sanguin. Ça c'est discuté aussi avec le couple en général. À côté des mères célibataires et des couples de femmes, le don de sperme concerne bien sûr les couples infertiles. C'est le cas de Laurence et d'Olivier. Le lézard se gratte un peu les écailles et répond « Ah, ils peuvent adopter un enfant et c'est une toute autre histoire. Mais ils peuvent aussi demander à un monsieur de donner des graines pour remplacer celles du papa ou à une dame de donner les siennes pour remplacer celles de la maman. » Dès le départ, ils ont fait le choix de la transparence. À défaut de connaître l'identité de son géniteur, leur fils n'ignore rien des conditions de sa naissance. Pour moi, c'était très important de ne rien lui cacher. Je ne voulais pas de secret.
Le secret, c'est le cancer des familles, le tabou, le mensonge. Je voulais pas de ce genre de relation avec lui. C'était pour moi très très important. Face à sa stérilité, Olivier n'a pas eu d'état d'âme et sa paternité, il l'a construite au quotidien. Je suis absolument persuadé que ça n'est pas la gamète, le spermatozoïde qui fait la paternité. Ce qui était important pour moi, c'était que je voulais un enfant, que c'est un projet qu'on a mûri, réfléchi en couple. Le géniteur, il a évidemment sa place dans notre histoire, mais elle est ténue, sa place. L'histoire d'Aubin, c'est l'histoire d'Olivier et de Laurence. Est-ce que vous avez le sentiment que ça le préoccupe parfois? Est-ce qu'il s'interroge à ce propos? J'en ai pas l'impression. Après, il parle pas énormément non plus. C'est pas un petit garçon qui vient se confier et qui raconte tout ce qui se passe à l'école. Et donc il est, il intériorise beaucoup, je crois, mais ça a pas l'air de le perturber. En tout cas, il a l'air d'être un petit garçon bien dans sa peau et heureux de vivre. Je pense qu'il se pose aucune question sur qui est son père. Son père, c'est Olivier et pas quelqu'un d'autre. Et je crois que ça, c'est très clair dans son esprit. Pour autant, tous les enfants ne gèrent pas facilement cette situation. Devenu adulte, Axel continue de s'interroger sur ses origines. De qui tient-il ses yeux, son sourire? En tout cas, pas de l'homme qu'il a élevé, et il en a eu très vite le pressentiment. La relation que j'ai avec mon père était particulière parce qu'on s'entendait bien, mais je ne me retrouvais pas en lui. Dans le sens où j'ai pas les mêmes traits de caractère que lui, ou des choses comme ça. Et donc on a toujours une complicité. Une sorte d'amitié, mais pas de relation père-fils, quoi. Mes parents buvaient beaucoup, il y avait beaucoup de tensions à la maison, de disputes. Et donc ma mère, un jour, comme ça, en étant énervée sur mon père, me l'a lâché comme ça en utilisant des mots très crus. Ben écoute, ton père, en fait, c'est pas ton père et il a pas de couilles. L'annonce est extrêmement violente et Axel va devoir la gérer seul pendant toute son adolescence. En famille, on fait comme si de rien n'était. Alors, à défaut de connaître son géniteur, Axel va imaginer le meilleur d'entre eux. Tu le vois comment? Toi, l'image que tu t'en fais, c'est quoi? Si tu devais le décrire dans ton imaginaire, quelqu'un de très sociable, très drôle, qui a une vie très active. Voilà, on peut se dire, ah bah tiens, pourquoi mon père, ce serait pas Freddie Mercury qui aurait donné son sperme il y a 33 ans, comme ça, en se disant, comme ça au moins j'aurai des enfants, j'aurai une succession. Voilà pour les fantasmes. Mais la réalité lui semble nettement moins souriante. Qu'est-ce que tu penses des gens qui donnent leur sperme de façon anonyme? Ils se disent juste, je vais aider un couple qui ne peut pas avoir d'enfants à en avoir, et ils pensent faire le bien comme ça. Mais ils ne se rendent pas compte que 20 ans plus tard, il y a un être vivant qui est là et qui se demande d'où il vient. Il y a forcément quelque chose qui reste dans la tête. On ne sait pas l'oublier comme ça. Voilà, je suis venu faire mon don, je m'en vais, je pense plus à rien. Comment est-ce qu'on peut donner 75 € à quelqu'un pour 5 minutes et après, cette personne n'ait aucune conséquence, n'ait aucune répercussion de ça? J'imagine tout le temps quelqu'un qui sonne à ma porte en disant bonjour, je pense que vous êtes mon papa. Et on devient génétiquement papa de quelqu'un, d'un petit être, ou de plusieurs, ou d'aucun d'ailleurs. Et voilà, pour ça, l'anonymat, c'est une hérésie pour moi. Et du coup, ce qu'Axel veut voir évoluer, c'est bien la législation belge, car chez nous, ni l'enfant, ni les parents n'ont accès à l'identité du donneur. Oui, alors la loi, qui est une loi du 6 juillet 2007, prescrit l'anonymat du don de sperme, de gamètes en général, et le don d'embryons. Il prévoit la possibilité pour le don de sperme et le don de gamètes en général d'un don non anonyme en cas d'accord entre le donneur et le receveur ou le couple receveur. Mais c'est très très peu utilisé, donc dans la plupart des cas, c'est l'anonymat qui prévaut. D'après cette juriste, la loi serait même contraire à certaines conventions.
La Convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui prévoit que l'enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents. Dans ce terme parents, on doit englober toutes les composantes qui font donc, que l'enfant est venu au monde. Donc il y a aussi bien les parents biologiques, les parents affectifs, la mère porteuse éventuellement. Et donc effectivement, je considère que la loi belge enfreint la Convention sur les droits de l'enfant en privant l'enfant du droit de connaître une partie donc, de son histoire et en l'occurrence l'identité de son géniteur. Dans le milieu médical aussi, on s'interroge parfois sur la pertinence de cette loi. Je pense que la loi idéale serait une loi qui permette le plus d'options possibles pour les futurs parents, allant de l'anonymat strict aux donneurs connus, mais en passant par d'autres options, comme par exemple le recours à un donneur identifiable, c'est-à-dire qui pourrait être connu de l'enfant issu du don à sa majorité, donc à l'âge de 18 ans, ou un donneur qui donnerait des informations non identifiables, mais qui permettrait quand même de le caractériser, comme son métier, ses hobbies, ses goûts. Maintenue elle aussi dans l'ignorance par la loi belge, Sarah n'a eu de cesse de retrouver son géniteur. Et elle l'a cherché pendant de longues années. Over straat moet lopen en bij elke man mij de vraag kan stellen, zou dat mijn vader kunnen zijn? Dat maakte mij gewoon misselijk. In bepaalde periodes ben ik daar echt heel ongelukkig, kan ik niet zeggen. Want er zijn wel meer zaken in je leven die je geluk mee bepalen, maar dat bezwaarde mij wel echt enorm. En ik werd altijd verdrietig en kwaad en alles door elkaar. Ik voelde enorm veel frustratie ook over het feit dat ik het niet mocht weten. En dat mensen nog altijd het een goed idee vinden om kinderen op die manier te verwekken en hen af te snijden van hun oorsprong. Sans trop y croire, mais avec détermination, Sarah va alors patiemment frapper à toutes les portes. Et un jour, contre toute attente, la réponse va venir des Pays-Bas. L'anonymat y a été levé en 2004 et pour se retrouver, les enfants et les donneurs qui le souhaitent peuvent solliciter un organisme subsidié par les pouvoirs publics. En comparant les ADN des candidats, FIOM arrive parfois à les réunir et à écrire une nouvelle page de leur histoire. Krijg ik plots telefoon van FIOM. Ja, en de consulent aan de andere kant van de lijn zei... Ja, je weet vast wel waarom ik bel. Ik zo, nee. Vertel het mij. Ja, ik bel in verband met jouw inschrijving in de databank. Ik zeg, ja, wat is er mee? Ja, we hebben jouw donor gevonden. En dat was echt... Ja, ik kan dat niet beschrijven wat er op dat moment gebeurde met mij. Ja, die kan ik me nog heel goed herinneren, die dag. En ook vooral de duur en de intensiteit van het gesprek. Ik ben er overigens maar een klein gedeelte bij aanwezig geweest om het gesprek op gang te helpen. En daarna ook vanuit zorgvuldigheid ten aanzien van hun. Ik voel me toch een indringer als ik daarbij zit. Hè. Zij hebben een verwantschap met elkaar en ik niet. En ben ik ook bij het gesprek weggegaan en heb ik hun samen uit laten wisselen. Maar ik kan me nog herinneren dat het zeker het eerste moment van het kennismaken met elkaar heel bijzonder was. Dus ik kom daar binnen en Fred, de consulent, wacht mij op in de hal. En hij zegt, ja, achter die deur zit hij. En hij vroeg, ja, ben je er klaar voor? Ik zeg, ja, nee, hoe kan je nu klaar zijn voor zoiets? Maar kom, laten we het doen. En dat was heel raar. Dan ben ik enorm hard beginnen huilen en hij ook. En we zijn gewoon tegen elkaar beginnen vertellen en vragen stellen. En ineens was het 6 uur later. Dat was echt heel makkelijk dat liep. En een zeer mooie dag in mijn leven. Ja, er moet een hele nieuwe balans gevonden worden. De kinderen moeten gaan zoeken hoe ze een plaats gaan geven aan deze persoon. Of niet, als ze daarvoor kiezen. Er zijn geen verplichtingen, maar er worden wel verwachtingen gecreëerd op het moment dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Wat mijn collega's en ik ook wel aangeven, is dat kinderen en een donor er ook rekening mee moeten houden dat het minimaal zo'n 2 jaar kost voordat er weer balans komt. Ik weet zelfs niet of dat gaat. Dat is echt heel bizar. Je kan niet een relatie opbouwen, een vriendschap opbouwen,
alsof het gewoon een vriend is, want het is niet gewoon een vriend. Het is mijn biologische vader. Voor geen geld van de wereld zou ik wel 2 jaar terug in de tijd willen gaan. Echt niet. Dus die gemoedsrust die ik heb gevonden is mij veel meer waard dan de nieuwe vragen en de nieuwe onrust die er ook wel is gekomen. Pas de doute, le sperme est devenu une marchandise commune puisqu'on peut en acheter pour usage privé sur Internet. Pourtant, la nature même de cet achat n'en fait pas du tout une marchandise comme une autre. Les enfants issus d'un don de sperme anonyme qui recherchent à tout prix leurs parents sont là pour en témoigner. L'enquête qui va suivre est tout simplement incroyable. L'année dernière, en Belgique, 100 000 personnes ont fait don de leur sang à la Croix-Rouge. Mais en faisant ce geste qui peut sauver des vies, ces donneurs savaient-ils que presque la totalité du plasma sanguin donné allait être vendu à des entreprises pharmaceutiques qui en tirent d'énormes profits en fabriquant des médicaments. Et ce n'est pas tout. Aux États-Unis, là où le don de sang est rémunéré, dans des villes d'une extrême pauvreté, les plus démunis survivent en vendant chaque semaine leur sang à ces mêmes sociétés pharmaceutiques. Voici Don de sang, un business très lucratif, une enquête de Marie Maurice et François Pilet, adaptée par Laurent Mathieu. Bienvenue dans le monde merveilleux du don de sang. Partout dans le monde, le don de sang est un symbole de générosité. Ce geste est considéré comme l'un des plus nobles de nos sociétés modernes. Mais sous ces bons sentiments se cache une toute autre réalité. Ça met vraiment à risque le donneur. Là, le gros problème, le problème majeur, c'est le problème du donneur et du respect du donneur. Au cœur de ce business, le plasma, un liquide jaune riche en protéines qui forme la plus grande partie du sang. Il vaut aujourd'hui plus cher que le pétrole. Ces firmes ont des centres de prélèvement où ils collectent du plasma aux États-Unis, où la plupart des donneurs sont effectivement rémunérés. Donc oui, on a en Belgique des produits sur le marché, des donneurs qui sont rémunérés. Je suis comme une vache, je donne du lait. Abomination. Ça m'a presque tué, alors je ne veux plus le refaire. Non, c'est dégueulasse. Nous avons décidé d'explorer un domaine méconnu de l'industrie de la santé, le commerce du sang. Cette enquête nous conduira en Belgique, en Suisse et aux États-Unis. Ils ne nous laissent pas interviewer les donneurs. Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'ils font n'est pas juste. Ils doivent arrêter ça. Les gens veulent savoir. Don de sang, un business très lucratif. Voici notre enquête. Aujourd'hui, Sophie vient donner son sang. Elle est venue avec ses 2 enfants. Pour leur montrer l'exemple, dit-elle. Et voilà, on attend. Car Sophie se rend régulièrement dans ce centre de collecte bruxellois. Regarde, qu'est-ce qu'ils font là? Quoi? Ils font quoi? Une piqûre? Oui. Ils prennent du sang? Oui, du sang. Mais c'est pour faire quoi le sang? C'est pour piquer. C'est pour donner du sang aux blessés qui ont perdu beaucoup de sang? Oui. Elle voit dans ce geste le signe d'un engagement pour la communauté. Pourquoi c'est important pour vous de donner votre sang? Parce que c'est important que tout le monde pense à donner son sang. Et puis comme je suis venue avec mes enfants, c'est important de leur montrer l'intérêt, simplement pour le faire pour les autres aussi. Ben, ça me paraissait logique. Parce qu'il y a toujours un manque de sang. Tout le monde devrait le faire. Plus de 100 millions de dons de sang comme ceux-ci sont collectés chaque année dans le monde. Rien qu'en Belgique, en 2015, 100 000 personnes ont donné leur sang. Mais ce chiffre est en recul chaque année. Oui, oui. C'est déjà fini? Une bonne chose de fait, oui, 4 minutes 40 avec la chaleur, ça coule un peu plus vite. N'oubliez pas de bien vous hydrater après. Oui, oui. Mais donc oui. là, maintenant, vous récupérez tranquillement et puis on viendra faire un petit pansement. Ça va? Ça va. Je peux juste vous demander pourquoi c'est important d'être là pour vous? Parce que c'est un acte civique, tout simplement. Parce que j'ai un sang qui est un donneur universel, je suis au plus. Parce que je travaille en hôpital et qu'on a régulièrement besoin de sang, donc je pense que ça motive d'autant plus. L'organisation est en campagne permanente pour recruter de nouveaux donneurs. Avec un message clair, donner son sang, c'est sauver des vies. Complétez ces questionnaires et vous repassez chez moi. D'accord? Un très grand merci.
Le sang est un suc tout particulier, se réjouissait le diable de Faust. Mais il n'est pas le seul à s'y intéresser. La santé est aussi une industrie et le don de sang n'échappe pas aux lois du marché. Avant de donner leur sang, ces donneurs belges doivent remplir un questionnaire médical et consentement éclairé. Je vous donne ceci et je vous propose de vous installer juste ici. Une ligne à la fin du formulaire attire l'attention. En bas, en tout petit, il est écrit « Un ou plusieurs composants de mon don pourront être utilisés pour la recherche médicale ou scientifique et ou pour l'amélioration du système transfusionnel. » Une partie du sang est en réalité confiée à des entreprises. La Croix-Rouge belge nous le confirme. La majorité du plasma collecté, la partie liquide du sang, sert à faire des médicaments. Le plasma qui est collecté auprès des donneurs belges, où est-ce qu'il va? Alors il y a 10% de ce plasma qui va être utilisé de manière directe pour être transfusé en tant que plasma directement pour certains patients, donc notamment des brûlés, notamment des patients qui ont des hémorragies très sévères. Et puis il y a à peu près 90% de ce plasma qui va être cédé à une entreprise qui va en faire des produits dérivés du plasma qui sont aussi essentiels pour le traitement d'un certain nombre de patients, c'est-à-dire notamment les immunoglobulines, des facteurs de coagulation pour des hémophiles, par exemple. 90% du plasma sanguin collecté par la Croix-Rouge de Belgique ne part donc pas vers les hôpitaux. Une partie est acheminée ici, à Nederoverenbeek, chez Plasma Industries. Il est traité une première fois dans cette usine de la région bruxelloise, avant de partir en France, chez LFB. Les médicaments dérivés du plasma du LFB sont fabriqués dans le cadre d'un dispositif de sécurité sanitaire qui, en France, est l'un des plus exigeants au monde. Dans ce film publicitaire, la firme française explique comment il est alors transformé en médicament. Les médicaments du LFB reposent sur 3 piliers. Mais les donneurs belges le savent-ils? Le premier pilier est la qualité du plasma, exigée par les cahiers des charges plasma du LFB. Quand vous donnez votre sang, est-ce que vous savez à quoi il va servir? Mais je pense qu'il va servir à plein de choses pour des gens qui sont hospitalisés ou des grands accidentés, pour des transfusions, pour des gens qui sont malades. Donc c'est pour sauver des vies en fait. Est-ce que vous savez que ça sert aussi à faire des médicaments par exemple, le sang? Ah non, ça je ne savais pas. Ça j'ignorais. Je ne savais pas. Tous les détails, je ne sais pas, mais je me dis c'est surtout principalement pour les personnes qui ont eu des accidents et qui ont un manque de sang. Qui ont perdu du sang. Il y a aussi une partie qui permet de fabriquer des médicaments, la partie qu'on appelle le plasma, vous saviez ça? Je connais un peu, mais je m'y connais pas assez, mais je sais que ça peut être utile aussi pour la recherche. Moi je veux chez toi. La plus grande partie du plasma sanguin des donneurs est donc revendue à des entreprises pharmaceutiques. Et si l'industrie s'intéresse tant au sang de Sophie, c'est pour une raison bien précise. Le plasma contient des protéines très recherchées. Elles sont utilisées pour produire des médicaments indispensables pour certains malades, mais coûteux, et donc très rentables. La Croix-Rouge en parle rarement dans ses spots de sensibilisation. Est-il trop compliqué pour elle d'afficher ses liens avec l'industrie pharmaceutique? C'est vrai qu'on a quelques réflexions de ce type-là. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, on a fait toutes les campagnes, on a beaucoup parlé du don de sang en général et qu'on a moins bien compris le don de plasma et que par ailleurs, le besoin en plasma aujourd'hui est plus récent, le besoin croissant en plasma est plus récent parce que l'utilisation des produits dérivés comme les immunoglobulines est de plus en plus importante parce qu'on découvre des tas d'indications nouvelles qui permettent de traiter ces patients. En Belgique, un médicament sur 2 fait à partir de plasma vient d'un donneur belge. Mais l'autre moitié vient de donneurs internationaux. Alors qui sont les acteurs qui se cachent derrière ce marché qui vaut des milliards d'euros? Nous décidons de remonter la filière du plasma. Bienvenue chez CSL Plasma. Le plasma constitue généralement 57% de notre volume sanguin total. Ce liquide jaunâtre transporte l'eau et les nutriments vers l'ensemble des cellules de l'organisme. Il contient près de 90% d'eau et 10% de protéines. L'industrie du plasma est gigantesque, mais une poignée d'entreprises seulement se partagent le marché mondial. L'américain Baxter, l'australien CSL Behring, l'espagnol Grifols et l'entreprise suisse Octa Pharma, que l'on découvre au travers de ces films publicitaires. La matière première d'Octa Pharma est produite par le bioréacteur parfait, fruit de milliards d'années d'évolution, le corps humain.
Pour ces firmes, le plasma n'est rien d'autre qu'une matière première, qui plus est très lucrative. Les professionnels utilisent le terme de fractionnement, du nom de l'opération qui transforme le plasma des donneurs en médicaments. Pour ce faire, ils collectent, congèlent et mélangent des milliers de litres de plasma humain. Ces sociétés règnent sur un marché de 17 milliards de dollars en forte croissance. Wolfgang Marger, le président et fondateur de la société Octapharma, est un personnage très secret. Sa fortune est estimée à 6 milliards de dollars par le magazine Forbes. Voici l'une de ses très rares interventions publiques. Ces médicaments sauvent des vies. Certains patients en ont besoin toute leur vie. Certains pays ne peuvent pas offrir ces traitements à leur population, du moins pour l'instant. C'est facile de dire que le plasma devrait être accessible pour tout le monde. Vous n'avez qu'à le collecter auprès de votre population et tout ira bien. Vous fabriquerez vos propres médicaments. Ce n'est tout simplement pas le cas. Bien qu'elle soit devenue une organisation internationale, Octapharma reste une entreprise familiale qui vise à autonomiser un nombre toujours plus élevé de patients afin qu'ils puissent profiter pleinement de leur vie. Partout dans le monde, la vie de millions de malades dépend de ces traitements. Tamara fait partie de ceux-là. Aujourd'hui, elle vient recevoir son traitement à l'hôpital de Berne en Suisse. Elle souffre depuis l'enfance de déficits immunitaires qui provoquent des infections à répétition. Grâce à son traitement à base de plasma, la vie de Tamara est devenue plus simple. Avant de commencer à recevoir des transfusions pendant 2 ans, je ne pouvais pas dire que j'étais en bonne santé ou que je me sentais bien. Ça a changé depuis, ne serait-ce qu'en termes d'infection. Je viens ici toutes les 3 semaines pour recevoir ma transfusion. Une session dure environ 3 à 4 heures. À proprement parler, c'est de l'immunoglobuline. C'est une partie importante du système immunitaire. Les anticorps qu'on ne peut pas fabriquer soi-même nous sont donc rajoutés extérieurement. Je travaille dans une pharmacie, donc je connais les prix. La grande bouteille coûte environ 1 300 € et la petite environ 900 €. C'est environ 3 600 €. Je suis reconnaissante à chaque personne qui décide de faire un don de sang. Pas seulement à cause de mon médicament, mais de manière générale. Et je tiens à rendre les gens de mon entourage attentifs à cet acte. Ma famille proche, lointaine, mes connaissances, il faut sensibiliser les gens aux bienfaits du don de sang. D'où vient ce médicament qui a changé sa vie et que l'on trouve aussi en Belgique? D'où vient le sang contenu dans ce produit? Pensez-vous que ce plasma provienne de Suisse? Je ne sais pas. Je dirais que non. Ou en tout cas pas uniquement. L'origine du plasma n'est pas publique. Cette information relève du secret d'entreprise. Nous partons chez Swissmedic. En Suisse, c'est l'autorité chargée du contrôle des médicaments et ce faisant de leur provenance. Chaque semaine, ces experts analysent les échantillons de plasma et de produits dérivés du sang qui seront distribués dans les hôpitaux. Est-ce qu'on peut regarder d'où viennent ces lots de plasma? De quel pays? On peut, oui. Ouais. C'est pas pour le film. On peut pas filmer la page? Ok. C'est à la firme qui fournit le plasma. Ce document appartient à la firme. Donc, voici la liste des centres de collecte. Et là, on voit le nombre de donneurs et de quel centre ils viennent. USA. Là, par exemple, on prend le numéro.
CU 14045. Kansas City, Chattanooga, Lansing, Louisville. Et on voit de quel centre cela provient. Oui. C'est bizarre. Et tous ces centres sont agréés par le plasma Masterfile de Swissmedic. Et c'est pourquoi nous les acceptons pour les tests dans notre établissement. Cleveland, West 25th Street. 48 donneurs. Cleveland, États-Unis, nous nous rendons sur place. « 25e rue Ouest. Voici l'adresse qui figurait sur le registre de Swissmedic. Une partie du plasma utilisé dans les médicaments vendus en Suisse vient donc d'ici. Ce centre de collecte appartient à la firme australienne CSL. Partout, nous découvrons des messages publicitaires qui indiquent que les volontaires sont payés en échange de leur sang. Contrairement à la plupart des pays européens, les États-Unis permettent donc de rémunérer les donneurs. La pratique est légale. Le centre est installé dans une des banlieues les plus pauvres de la ville. Car Cleveland est une ville dévastée. La crise financière de 2008 lui a porté un coup fatal. À Cleveland, tous les leaders du marché sont représentés. CSL, Grifols. Nous y retrouvons aussi Octa Pharma, précisément l'entreprise suisse qui fabrique le médicament de Tamara. J'aime bien tes tatouages, ils sont cool. Marc s'y rend 2 fois par semaine afin de vendre son plasma. Mon budget en ce moment est de $32 pour mon loyer, $45 pour mon téléphone, $50 pour mon assurance. Au total, je suis dans une fourchette de $200 à $225 par mois. Je me suis rendu compte que grâce au plasma, j'arrive à gagner cette somme. Le problème quand vous avez un budget serré, c'est que vous êtes très vulnérable. Nous aurions voulu accompagner Marc dans le centre Octa Pharma et parler avec ses responsables. Mais l'approche s'avère impossible. L'hostilité augmente à mesure que nous approchons du centre. We're on public property. Is this private property? That is not. Follow my friend. Du coup, nous interrogeons des donneurs à la sortie sur le parking. Au début, c'était pour me faire un peu d'argent en plus. Ça m'aidait à payer mes factures, mais je suis devenu un habitué. Quand tu commences, tu reçois $50 pour tes 5 premières visites comme nouveau client. Ensuite, le mardi et le jeudi, ou 2 autres jours de la semaine qu'ils t'assignent, tu reçois $20 et $40. Vous donnez votre plasma depuis quand? Depuis 1 an. 1 an? Oui, 2 fois par semaine. C'est beaucoup. Ouais, c'est pas si mal, c'est cool. Ça aide. C'est bien pour ma famille. Tout le monde est gagnant. Personne ne fait ça pour des raisons morales. Personne. Personne ne fait ça pour aider des gens. C'est un effet secondaire si ça aide des gens. La mécanique est parfaitement rodée. Dès que la bouteille de plasma est remplie, l'argent est versé au donneur sur une carte de crédit. Ça, c'est une carte bancaire de la Banque du Plasma. C'est comme une carte Visa classique. Ils créditent votre carte immédiatement après la collecte. Parfois, ils oublient de mettre l'argent sur votre carte. Et vous devez appeler le numéro sur la carte. Parce que si vous n'appelez pas, vous allez vous retrouver sans argent. Nous retrouvons Marc à la sortie du centre. Les choses ne se sont pas passées comme il le voulait. Il a été refusé à l'accueil car sa pression artérielle était trop élevée. Je n'ai pas pu donner aujourd'hui à cause de ma pression artérielle. Et c'est très important pour moi. J'ai bien pris mes médicaments pour la tension, mais je pense que j'ai mal mangé hier. Si vous ne pouvez pas donner, ça devient un problème financier pour vous. Oui, c'est un problème.
Heureusement, il ne s'agit pas d'une question de vie ou de mort. Ce n'est pas vital, pour ainsi dire. Néanmoins, je vais devoir demander un prêt à un ami. Mais ça va s'arranger. Je vais faire baisser ma tension. C'est pour ça que c'est important pour moi de la contrôler régulièrement. Pour Mark, comme pour un grand nombre de donneurs américains, le sang est l'ultime revenu. S'il tombait malade et qu'il ne pouvait plus donner, il se trouverait sans ressources. Mais à la longue, tous ces prélèvements pèsent sur son état de santé. Et si vous pouviez gagner de l'argent en aidant votre prochain? Chez Octopharma, c'est possible. Les dons de plasma sont essentiels au traitement de maladies rares, chroniques et génétiques. Les États-Unis sont le premier exportateur au monde de plasma humain, 70% du marché mondial. Ils y parviennent grâce à cette recette imparable. En s'appuyant sur ce genre de campagne, ils soignent l'image d'un pays aux excellentes conditions sanitaires. Ce commerce est sous la tutelle de la Food and Drug Administration. Un tampon marqué FDA est un gage de qualité qui permet d'ouvrir les portes du marché international. Chaque semaine, le plasma congelé est expédié par bateau, principalement vers l'Europe, et ceci par cargaison entière. Mais il y a un autre aspect à la recette américaine. Ces foules de pauvres prêts à vendre leur sang. Ils offrent un réservoir sans limite de matières premières. Nous voulons comprendre dans quelles conditions cette récolte se déroule. Il est 7 h du matin à Cleveland, sur le parking d'Octapharma. Je ne peux plus le faire. Je laisse ça aux autres. Je me suis évanoui. Je ne veux plus le faire. La dernière fois que j'y suis allé, ça m'a presque tué. Je ne veux plus le faire. J'ai un job maintenant, Dieu merci. C'est un travail. Je fournis un produit. Je suis comme une vache. Je donne du lait. Ces récits évoquent des cadences industrielles et des contrôles lacunaires. Face aux autorités pourtant, Octapharma assure qu'elle procède à un suivi très strict des donneurs. Mais si tel est le cas, pourquoi l'entreprise nous refuse-t-elle toujours l'accès à ces centres? Pourquoi nous interdit-elle de parler à ses employés? Comment sélectionne-t-elle ses donneurs? Pour le vérifier, nous devons aller voir nous-mêmes en caméra discrète. À l'intérieur, voici ce que nous découvrons. Ce sont des machines qui interrogent les donneurs. Les volontaires répondent aux questions médicales sur des bornes électroniques. Un seul examen physique, les employés mesurent la pression artérielle des candidats. Une précaution qui vise surtout à éviter que les donneurs ne s'évanouissent lors de la prise, ce qui ralentirait toute la chaîne. Dans la salle, on constate qu'aucun siège n'est vide. Les donneurs s'enchaînent sans récupérer. Une rotation incessante, 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Dans ce contexte de contrôle sommaire, tout repose donc sur la parole donnée. Mais le don rémunéré présente un danger. Il incite les donneurs à mentir sur leur état de santé. La récompense attire aussi une population très à risque, qui a parfois des secrets à cacher. Ils vous demandent si vous avez couché avec des porteurs du sida, si vous avez des tatouages, des marques sur le corps. Des tas de questions bizarres. Mais il suffit de répondre non, c'est tout. C'est pas sorcier. Les gens visitent le centre et utilisent l'argent pour acheter leur drogue. Mais qui suis-je pour juger mon prochain? L'été passé, le grand truc par ici, c'était la K2. Même s'ils te font passer un test de dépistage, la drogue ne se voit pas dans tes urines. Ça va te faire planer pendant 3 à 5 minutes, et après, tu as besoin de la prochaine dose. Donc tu dois patienter quelques jours avant de pouvoir retourner chez Octaplasma. C'est de l'argent gratuit. Je donne mon plasma pour que je puisse avoir ma dose. Tout le monde est gagnant.
Du moment qu'Octa Pharma est présent, la clientèle des dealers sait où aller pour recevoir de l'argent. Écoute, c'est simple. Tu me donnes ta carte Octa Plasma et moi, je te donne un sachet de drogue. Parce que je sais que quand tu vas là-bas, l'argent va se retrouver sur cette carte. Mais je vais bien m'assurer que tu ailles au centre, parce que je n'accepterai aucune perte. Je vais t'emmener au centre et m'assurer que tu y rentres pour effectuer ton travail. Comme ça, je sais que je vais recevoir ton argent. Et quand tu as fini, tu viens me voir et on recommence le même processus. Ainsi, le business du sang attire le business de la drogue. Et tous les phénomènes qui y sont liés. Trafic, exploitation et au bout du compte la question des risques pour la santé des donneurs et des patients. Octa Pharma en est-elle consciente? De retour en Suisse, nous retrouvons Tamara chez elle. Nous lui présentons nos images. L'été dernier, le grand truc par ici, c'était la K2. C'est aussi fort que l'héroïne. Même s'ils te font passer un test de dépistage, la drogue ne se voit pas dans tes urines. Chaque fois qu'il a besoin de drogue, il va donner son plasma. Bon, je dois avouer que je suis un peu choquée. Oui, je peux concevoir que ces gens ont besoin d'argent et qu'ils vendent leur plasma. Mais ceux qui fricotent avec la drogue, je trouve ça violent. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le nombre de personnes couchées dans ces centres. C'est inimaginable. C'est ce que les gens sont prêts à faire pour de l'argent. Tu te rends compte ce que ça signifie pour ton corps quand tu donnes 2 fois par semaine? En Belgique aussi, on vend plusieurs médicaments réalisés à base de plasma américain. Mais notre agence fédérale du contrôle du médicament tient à relativiser. On sait que ces firmes ont des centres de prélèvement où ils collectent du plasma aux États-Unis, où la plupart des donneurs sont effectivement rémunérés. Donc oui, on a en Belgique des produits sur le marché, des donneurs qui sont rémunérés. Et est-ce que le plasma qui vient des États-Unis avec des donneurs rémunérés, vous considérez qu'il est de moins bonne qualité, vous, ici? Non, pas du tout, parce qu'en fait, on utilise les mêmes critères en termes de qualité pour le plasma qui est collectionné aux États-Unis qu'en Europe. Donc il y a certains tests qui sont obligatoires sur chaque don individuel pour des virus comme le VIH, virus hépatite B, hépatite C. Et tout ça donne une garantie que finalement on a un produit qui est sécure. Donc en termes de qualité, il n'y a pas de différence entre des produits sanguins qui sont dérivés du plasma américain ou européen. Qu'en pense le directeur général du service sang de la Croix-Rouge de Belgique? Nous lui montrons les images collectées aux États-Unis. Je me suis évanoui, je ne veux plus le faire. La dernière fois que j'y suis allé, ça m'a presque tué. C'est un travail. Je fournis un produit. Je suis comme une vache, je donne du lait. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis choqué comme tous ceux qui l'ont vu, je pense en tout cas en Europe, c'est évident. Puisque là, ça met vraiment à risque le donneur. On voit les donneurs qui en parlent. C'est quelque chose qu'on peut absolument pas voir chez nous, hein, qui est complètement encadré. Et donc effectivement, là, le problème majeur, c'est le problème du donneur et du respect du donneur. Dans quelle mesure la santé publique est-elle mise en danger par ce système? Quel risque fait-il peser sur les patients et sur les donneurs? Le risque zéro n'existe pas. En France, un scandale à propos du sang. C'est l'événement du jeudi qui le C'est ce que nous rappelle le drame du sang contaminé qui a touché toute l'Europe et particulièrement la France. En 1985, ils auraient su que... Dans ces locaux, on traitait le sang collecté destiné aux transfusions. Un sang que l'on disait le plus sûr du monde. Mais en 1990, le scandale éclate. Les responsables du CNTS sont poursuivis et condamnés pour avoir laissé écouler durant plusieurs mois des stocks de produits contaminés par le virus du sida, provoquant ainsi la mort de plusieurs centaines d'hémophiles et de transfusés. Suite au scandale, les contrôles sanitaires ont été considérablement renforcés dans le monde entier. Désormais, les cuves de plasma sont systématiquement nettoyées selon diverses techniques jugées très performantes. Les solvants détergents sont parfaitement efficaces sur tous les virus les plus dangereux que sont ceux qu'on a nommés hépatite et sida. C'est assez clair.
Jean-Jacques Huard est hématologue à Lille. Il dirige l'établissement français du sang du Nord, le plus grand centre de transfusion de France. Il fait partie des traumatisés du scandale du sang contaminé. Il a été prouvé que la fréquence des pathologies est nettement supérieure en cas de don rémunéré. Alors, bien sûr, les tests sont là pour éviter tout ça, mais on peut imaginer qu'un nouvel agent infectieux puisse compliquer largement le problème de l'innocuité. Ça n'a pas de sens. Les gens vont dans ces centres pour acheter de la drogue. C'est triste. L'abomination. Non, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, les contrôles sont jugés efficaces, du moins dans le spectre des risques connus. Mais il suffirait qu'un nouveau virus passe entre les mailles du filet, et celui-ci se propagerait plus vite et plus loin, mondialisation oblige. Pour réduire ce risque, l'Organisation mondiale de la santé souhaite que chaque pays soit autosuffisant et produise lui-même le plasma nécessaire à ses malades. Un objectif pour le moment inaccessible, avec comme conséquence une dérive devenue réalité, le sang du pauvre se retrouve dans le bras du riche. À la question « Le sang est-il devenu un business lucratif ?» la réponse est clairement oui, surtout dans des pays comme les États-Unis qui rémunèrent le don de sang. Et ces pratiques rendent possible un risque sanitaire, d'où l'intérêt de continuer à donner son sang ici, en Belgique, pour pouvoir devenir autosuffisant. Pour suivre une enquête sur les produits bio des supermarchés. Ils sont sans doute moins chers, mais sont-ils vraiment bio et dans quelles conditions sont-ils produits? Vous le verrez dans quelques instants. Il y a maintenant des différences de prix entre le bio distribué par la grande distribution et le bio distribué par le marché historique de la distribution spécialisée, tout simplement parce que ce qu'on appelle les GMS, les hypermarchés traditionnels, achètent en très très grosse quantité dans le monde entier, alors que globalement les petits distributeurs historiques, eux, achètent toujours aux mêmes producteurs ou transformateurs relativement locaux et donc sur des volumes bien moindres. Le bio est devenu un argument de vente choc et les supermarchés l'ont très bien compris. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez trouver des produits bio à des prix attractifs dans toutes les grandes surfaces. Par exemple, tout au long de l'année, vous pouvez acheter des tomates bio à un prix raisonnable. Mais savez-vous que pour produire ces tomates, il a fallu chauffer des serres gigantesques, jour et nuit, en brûlant des quantités astronomiques de fioul et en ayant une empreinte carbone désastreuse. Et c'est sans parler des conditions de travail déplorables pour les ouvriers qui travaillent dans ces mêmes serres. Voici Bio Low Cost, Aubaine ou Dérive, une enquête d'Éric Wastio. Houille, en banlieue parisienne. Dans quelques heures, ce nouveau supermarché un peu particulier va ouvrir ses portes. Et vous avez des ardoises aussi, des pommes de terre qui manquent Hop, vous descendez en retrait en euros comme le soir. Oui. Des centaines de mètres carrés entièrement consacrés à des produits bio. Dernière acquisition d'une jeune chaîne de magasins qui a explosé ces dernières années. On va ouvrir entre 10 et 15 magasins par an. Et là, sur ce mois-ci, on en ouvre 5. Le marché est très porteur. Je ne pense pas que ce soit un effet de mode, c'est plus un effet de mode, c'est vraiment un besoin des clients de manger des produits sains aujourd'hui. Le pari de l'enseigne, concurrencer les autres magasins spécialisés en proposant une offre plus large, 10 000 références, mais surtout moins chère. Toute l'équipe de Naturéo est heureuse de vous accueillir pour l'ouverture de ce 23e magasin. Dans ce supermarché alimentaire de demain, vous trouverez le plus large choix. Dans un futur proche, plus personne ne voudra se nourrir de pesticides, d'OGM ou d'autres métaux lourds. L'enseigne l'a bien compris. Le bio, réputé bon pour la santé et pour la planète, rassure. Les supermarchés se sont lancés dans les courses. Ils ont créé en quelques années le bio low cost en tirant les prix vers le bas. Voici notre question, bio low cost, Aubaine ou Dérive? Le bio est devenu un business mondial.
Nuremberg, en Allemagne, c'est ici qu'a lieu chaque année le plus grand salon professionnel du bio, le BioFact. Né en 1990, cet événement autrefois confidentiel attire aujourd'hui 50 000 visiteurs et des professionnels du monde entier. Notre société est basée en Suisse. Nous venons de Chine. Nous vendons partout dans le monde, surtout en Europe et aux USA. Producteurs, distributeurs, grossistes bio, tous sont venus parler business. On cultive du maïs et du blé sur 75 000 hectares dans plusieurs pays. La Roumanie, Turquie, Ukraine, Kazakhstan, Russie. Nous fournissons du blé bio pour la France. Des céréales, des graines, des légumes bio, aujourd'hui produits en masse et cotés en bourse. Dans les allées du salon, on trouve autant de spéculateurs que de petits agriculteurs passionnés. Nous sommes des courtiers internationaux. On met en relation les fournisseurs et les consommateurs et on prend notre commission. On vend des épices, des herbes, des fruits secs. On les vend en gros et on envoie tout par container entier. Vous consommez certains de nos produits en France sans le savoir. Le marché augmente d'année en année et on est dans la même logique commerciale que le conventionnel. Ça va être exactement la même chose que dans le conventionnel. Un marché planétaire qui a quadruplé ces dernières années. Rien qu'en Belgique, le bio pèse aujourd'hui plus de 514 millions d'euros. Les géants de la grande distribution ont flairé le filon. Ils ont tous créé leur rayon bio et bon marché, volant ainsi la vedette aux magasins spécialisés comme Biocoop et Naturalia, enseignes historiques nées avec l'agriculture biologique. Frédéric Denez est journaliste, spécialisé dans les questions d'agriculture et d'environnement. Il décrypte pour nous ce marché des produits bio. Pour lui, il existe aujourd'hui une bio à deux vitesses, qui cache deux modes de production très différents. Il y a maintenant des différences de prix entre le bio distribué par la grande distribution et le bio distribué par le marché historique de la distribution spécialisée, tout simplement parce que ce qu'on appelle les GMS, les hypermarchés traditionnels, achètent en très très grosse quantité dans le monde entier, alors que globalement, les petits distributeurs historiques, eux, achètent toujours aux mêmes producteurs ou transformateurs relativement locaux et donc sur des volumes bien moindres. Donc il y a une différence de prix entre les deux qui peut aller de 10 à 20%. Les GMS voient qu'il y a un marché qui explose, un marché spéculatif. Donc, pour essayer de maintenir leur chiffre d'affaires, en captant une nouvelle clientèle avec de nouveaux produits, ils jouent ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire la guerre des prix. Waouh, vous achetez bio? Ah oui, c'est cher le bio. Et ça, la grande distribution le fait très bien. À coup de campagne promotionnelle, elle vante un bio low cost et démocratique. Femmes, enfants, famille! Patrick, le bio à la portée de tous, ça existe déjà chez Auchan. Avant, les accros du bio, ils avaient que des amis animaux. Et le bio, c'était souvent trop cher pour inviter des amis. Mais maintenant... Un succès. En moins de 10 ans, les grandes surfaces raflent la moitié du marché. Tellement pas cher que tous les jours, on peut en manger. Pour Frédéric Denez, ce bio low cost pourrait signer l'arrêt de mort de l'agriculture biologique telle qu'on se l'imagine, soucieuse de l'environnement et respectueuse des paysans. Si on les laisse faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retomber dans les mêmes travers que le conventionnel, c'est-à-dire on va faire du bio, qui sera bio, et qui sera vendu tellement peu cher que les producteurs de bio n'auront même pas les moyens d'en vivre. Et là, on peut dire adieu à une grande partie de l'esprit du bio. L'agriculture biologique, c'est pas de pesticides, pas d'engrais, mais c'est aussi une philosophie. C'est-à-dire on a un paysan, un transformateur, un distributeur sur une zone géographique relativement circonscrite. C'est ça l'essentiel du bio. Officiellement, tous ces produits sont bien issus de l'agriculture biologique. Ils portent tous un de ces deux labels, AB ou Eurofeuille, qui garantissent l'absence de pesticides ou d'engrais chimiques.
Mais le bio légal n'est pas nécessairement un bio éthique. Exemple, avec un produit que l'on consomme tous les jours, la tomate. Au pied des Pyrénées, Pierre-Olivier Audemain est maraîcher bio depuis 20 ans. Il vend au magasin spécialisé des produits de saison. Salut. Ça va? Ça va. Bon, alors on va aller voir ces tomates. Hein. Ouais. Ce matin, il reçoit Anne-Elisabeth, grossiste spécialisée en bio. Donc là, on arrive sur la grappe? Ouais, là, on est sur les tomates grappes. L'aroma là, un peu de tomates rondes là. Ça a bien avancé, hein? Pour l'instant, ça va. Nous sommes début avril. Elle vient voir à quelle date les tomates de la production pourront être commercialisées. Parce que là, les premières sont prévues pour quand, en récolte? Je pense à partir du mi-mai, si le climat continue, à partir de mi-mai, on devrait être sur les premières récoltes. Comme vous pouvez le voir, nous on plante à partir du 1er mars, pas avant, pour éviter les gelées, parce que surtout, moi je m'interdis de chauffer. Et les premières récoltes s'effectueront entre le 15 et le 20 mai. À partir du 20 mai, vous mangerez une tomate bio, française, qui aura du goût, quoi. On aura des belles grappes. Ce maraîcher pourrait planter des tomates toute l'année, en chauffant sa serre. C'est autorisé par le règlement européen de la bio. Mais pour lui, c'est aller à l'encontre de l'esprit de l'agriculture biologique. C'est au modèle, hein. Si on se met à chauffer, le bilan carbone, il est désastreux, quoi. Il faut quand même savoir que pour une serre, cette serre fait 1 hectare. Si je chauffais, je brûlerais à peu près entre 20 à 30 000 euros de fioul par mois, qui est aberrant avec la production bio. C'est juste pas logique, quoi. Parce que vous devez savoir qu'en bio, nous, l'objectif, c'est la saisonnalité, quoi. Pas produire de la tomate à Noël qui est une aberration en bio et c'est pas possible, quoi. Bah, ça existe pourtant, la tomate à Noël, on en trouve. D'importation. D'importation. Lui ne produit ses tomates que 6 mois par an. Dans l'esprit du bio, sans pesticides ni insecticides. Pollinisation naturelle, des contraintes énormes par rapport au conventionnel. On fait que des désherbages à la main, c'est que s'il y a de l'herbe, on enlève tout à la main. C'est beaucoup de main-d'œuvre, quoi. On ne maîtrise pas des maladies, des insectes ravageurs. Il faut savoir qu'on perd beaucoup de cultures, entre 15 et 20% des cultures par an, ce qui n'est pas négligeable, quoi. Comment vous faites pour vous en sortir? Mais c'est pour ça qu'on essaie quand même de vendre 10 ou 15 ou 20% plus cher que les autres produits, parce que c'est vraiment que des coûts de main-d'œuvre, sinon ça ne sortira pas. Il faut être conscient qu'on ne s'en sortira pas non plus. Il faudra attendre encore 2 mois avant que les tomates de Pierre-Olivier n'arrivent dans les rayons des magasins spécialisés. Pourtant, en supermarché, des tomates bio en plein hiver et bon marché, il y en a. Chez Carrefour, par exemple, un des distributeurs de produits bio. Au rayon fruits et légumes, au mois de février, on trouve des tomates cerises bio. Comment est-ce que vous faites pour avoir des produits aussi peu chers, finalement 1,50 € la barquette de tomates, en cette saison? Là, vous avez des produits qui viennent d'Espagne. Et donc, écoutez, c'est relativement simple. Vous avez en Espagne une forte production bio, notamment sur ce type de produit. Et donc, ensuite, écoutez, c'est l'offre et la demande. Vous allez chercher des produits, vous trouvez des producteurs, vous faites, vous négociez les produits, le prix, etc. pour permettre aux clients d'avoir un produit de bonne qualité, bio, certifié bio, à un prix accessible. L'enjeu du bio, c'est de pouvoir être consommé par tout le monde. On n'a pas envie d'un bio qui n'appartienne qu'à une élite et à un microcosme. Ce n'est pas l'intérêt. Et donc, si nous sommes engagés sur le bio depuis des années à travers toutes nos gammes, c'est parce qu'on pense que ce mouvement, il faut l'accompagner avec sérieux, mais il va falloir que le bio devienne démocratique. Et donc, il y a une part de ce que vous appelez massification nécessaire. Cette massification, elle a un visage, celui de l'Andalousie, au sud de l'Espagne. Une région surnommée la mer de plastique, connue pour son agriculture intensive. Ici, plus de 30 000 hectares de serres alimentent l'Europe entière, dont 10% en bio.
C'est ici que Carrefour peut se fournir en tomates toute l'année. Un producteur a accepté de nous ouvrir ses portes. Francisco Belmonte exporte ses légumes dans plus de 20 pays. Un jour normal, on va faire 200 palettes. Ça veut dire 200 000 barquettes. Avec ses 200 hectares sous serre, une dizaine de chaînes de production et 900 employés, il peut presque produire à volonté. Nous, on peut augmenter le volume comme on veut. Si Carrefour nous demande une référence, il faut qu'on puisse lui envoyer un camion chaque jour. 10, 15 palettes de tomates. L'année dernière, on a fait 60 millions de paquets, 60 millions d'unités. À cette saison, en avril, on est déjà à 8 millions de barquettes. Un volume de production inattendu pour l'agriculture biologique qui prône de produire peu, mais différentes variétés de légumes pour ne pas épuiser la terre. Et pour ce chef d'entreprise, c'est le prix à payer pour rendre le bio accessible à tous. Il faut oublier cette idée selon laquelle le bio, c'est un agriculteur avec un sombrero, un petit producteur qui travaille la terre. Ça, c'était avant. Si le consommateur européen veut faire attention à sa santé, il doit consommer bio. Il y a 300 millions de personnes en Europe. Même si tous n'ont pas les moyens d'acheter bio, il y a au moins 40 millions de personnes qui le peuvent. On doit leur fournir des produits bio de la façon la plus professionnelle et la plus industrielle possible, mais en respectant ce que nous dicte le règlement européen, strictement. En grande surface, ces tomates seront vendues environ 5,60 € le kilo, alors qu'en magasin spécialisé, le kilo de tomates cerises avoisine les 8 €. Francisco a choisi une espèce hybride, hyper résistante, qui peut supporter des milliers de kilomètres de trajet. Celle-ci peut déjà être cueillie. Celle-ci, la semaine prochaine. Et ainsi de suite. Contrairement aux puristes, le producteur utilise du chauffage. Au sol, des tuyaux chauffent la serre pour accélérer la maturation. Pourquoi ce ne serait pas écologique de faire de la culture toute l'année? Ce qui est important, c'est de respecter la norme de production, que ça ait du goût, et qu'en France, vous puissiez les acheter à un bon prix. Ça, c'est important. Pour lui, le bio, c'est surtout l'absence de pesticides. Je vous assure que cette plante n'a pas de traces chimiques. 0,0. Rien. Donc je vais faire analyser ces produits pour savoir si c'est 0,0. Que va analizar vuestros productos. Por favor, analiza. Oui, bien sûr. C'est la meilleure preuve. Nous avons fait analyser les tomates par un laboratoire indépendant certifié. Résultat, aucune trace de pesticides décelés. Ces tomates répondent bien au cahier de charges européen. Elles sont officiellement bio. C'est un vrai produit bio, c'est sûr. C'est-à-dire que le consommateur a la certitude d'acheter un produit sur lequel il y aura très peu de traces de pesticides, de nématicides, d'herbicides. Un produit qui n'a pas été poussé à la perfusion d'engrais. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire que l'esprit du bio est respecté. Alors, les tomates qui viennent d'Espagne, elles ont poussé sous serre. Une poire bio qui vient d'Argentine. Moi, je dirais que sa qualité est moindre, parce que pourquoi aller chercher des poires bio en Argentine alors qu'on peut faire de la poire bio en France? C'est-à-dire que la poire est peut-être bio, mais elle a pris l'avion, ou elle a pris le bateau. Et elle a nécessité toute une chaîne qui est un peu à l'inverse, qui contredit la philosophie même du bio. Frédéric Dennet prône la biocohérence, une agriculture biologique qui prend en compte l'environnement et le social, incompatible selon lui avec la production de masse. Il faut bien comprendre que le bio, c'est produire avec juste ce que la nature nous donne, en respectant ceux qui la font vivre, cette nature. Ceux qui chuchotent à son oreille en lui disant « fais pousser ». Donc c'est
c'est les paysans, mais c'est aussi les transformateurs. Encore une fois, c'est un écosystème commercial qui est créé pour respecter un écosystème agricole. Et donc, c'est un peu l'économie sociale et solidaire. C'est bien là tout le paradoxe. L'agriculture biologique, censée être vertueuse, connaît parfois des dérives. À Almeria, la mer de plastique est souvent montrée du doigt pour la façon dont elle traite ses ouvriers agricoles, immigrés et précaires, y compris dans le bio. Eso hay que luchar para que esto sea una realidad. Spitou Mendy est syndicaliste. Il a travaillé 20 ans sous les serres. Aujourd'hui, il défend les droits des travailleurs. Il nous emmène dans des bidonvilles construits autour des serres. Des abris de fortune faits de bois et de plastique. C'est ici que vivent certains employés, faute de moyens. Vous travaillez dans quel type de production agricole? Les tomates. Je travaille dans les tomates. Vous êtes payé combien? Je suis payé 35 € par jour, pour 8 heures. Vous travaillez dans l'agriculture biologique? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Sans le savoir, cet ouvrier travaille peut-être dans le bio. Pour le syndicaliste, c'est bien là toute l'absurdité de la situation. Bio, si c'est l'étiquette, nous sommes d'accord, mais dans la pratique, nous ne voyons pas, nous ne sentons pas que nous changeons d'entreprise. D'une entreprise conventionnelle à une entreprise bio, l'ouvrier agricole se sent pressionné. C'est pourquoi nous disons que pour nous, bio ou conventionnel, ça n'a rien, ça ne change pas. Comment des entreprises qui font appel à cette main-d'œuvre précaire, parfois illégale, peuvent-elles être labellisées bio? Des organismes certificateurs y effectuent des contrôles régulièrement. EcoCert est le plus important en Europe. Pour son directeur, la mission du label se limite à ce que lui demande la loi, pas plus. EcoCert est censé contrôler les exigences du cahier des charges, mais on ne peut pas se soustraire effectivement à la réglementation générale. Donc si effectivement il y a du travail au noir, du travail clandestin qui se fait, ce sont effectivement plus du ressort des autorités de détecter ce type de comportement que du nôtre. Est-ce que ce serait une casquette qu'éventuellement les organismes certificateurs pourraient prendre, contrôler les conditions de travail en plus ? Si le cahier des charges l'exigeait, si nous en avions, excusez-moi, le mandat, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, c'est vrai que le cahier des charges est essentiellement un cahier des charges agronomique et de transformation des aliments. Dans le règlement européen de l'agriculture biologique, il n'y a pas d'obligation d'adopter une économie sociale ou solidaire, ou de réduire l'empreinte carbone. Il y a un autre domaine où l'étiquette bio cache parfois quelques surprises. Celui de la viande, un marché qui a connu ces dernières années de nombreux scandales sanitaires. Le consommateur méfiant s'est tourné vers le bio, obligeant nombre d'industriels à changer leur fusil d'épaule. Boire, manger, ça paraît naturel. Pourtant aujourd'hui on doute. Comment c'est produit? D'où ça vient? Est-ce que c'est sain? C'est simple. Fleury Michon, un des leaders de la charcuterie, en fait partie. Chez Fleury Michon, on a toujours agi pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, c'est le premier à avoir lancé en 2006 un jambon 100% bio. 5 heures du matin, en Vendée, l'usine de fabrication du géant de la charcuterie démarre sa première production, celle du jambon bio. Ici, on produit 50 000 tranches par jour pour alimenter les rayons bio des supermarchés. Là, il s'agit en fait du jambon brut. Donc c'est la matière première qui va nous servir à faire le jambon bio. Et bizarrement, le mode de fabrication est exactement le même que pour du jambon conventionnel. Et un jambon bio, ça ressemble à un jambon traditionnel,
La différence, c'est que le porc a été élevé avec la réglementation bio, avec des céréales bio, sans OGM et des conditions d'élevage et de bien-être animal répondant strictement au cahier des charges bio. Un porc bio, c'est un animal nourri essentiellement avec une alimentation bio qui a accès à l'extérieur et qui n'a pas subi de traitement antibiotique. Pour le reste, rien ne change. Ici, on va préparer un mélange salant qu'on appelle en charcuterie saumure, qui est principalement constitué d'eau et de sel. C'est ça qui va nous permettre en fait de saler notre jambon. Du sel bio, bien sûr, mais aussi du E250, un additif chimique largement utilisé en industrie conventionnelle. Il est autorisé en bio, bien que suspecté d'être cancérigène. Le nitrite de sodium, le E250, il est dosé en fait très faiblement dans le sel, à 0,6%. Et cet ingrédient-là sert à la conservation de notre produit. Je vous pose la question parce qu'il y a eu des assertions sur lesquelles, à un certain dosage, ça peut être un cancérogène probable, ce E250. Effectivement, il y a des études en cours qui mettent une corrélation possible entre un dosage de nitrite de sodium et potentiellement la survenance de cancer. Fleury Michon dit utiliser une dose inférieure à celle autorisée dans le règlement européen de la bio. Ce que l'industriel ne dit pas, c'est que ce E250 sert surtout à fixer la couleur rose du jambon. Sans lui, il deviendrait grisâtre, pas très appétissant. Un additif interdit dans le bio aux États-Unis et par de nombreux labels, comme Nature et Progrès, le plus ancien des labels bio. Eliane Anglaret en est la présidente. Je ne vois pas pourquoi on a besoin d'avoir quelque chose qui soit bien rose ou bien rouge. Si on sait qu'un jambon blanc est un peu gris, ben, il est un peu gris, quoi. Et c'est vrai que de plus en plus, avec l'agroalimentaire, les gens se sont habitués à avoir des produits colorés, à avoir un jambon qui est bien rose. Et un jambon qui est bien rose, il y a du nitrite dedans. Un additif classé probablement cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer. Il est autorisé dans le bio, entre autres pour des raisons marketing. C'est ce qui révolte Eliane. C'est la dérive du bio. Nos concitoyens, quand ils voient affiché bio sur quelque chose, ils vont vers ce produit, sans peut-être se poser de questions. Mais pour moi, non, c'est pas du bio. Au sens, je vais dire au sens premier du terme. Et ça fait partie de toute cette société de consommation où on a complètement orienter la consommation des gens. Il fallait des fruits qui soient tous de même calibre, qui brillent bien, qui soient colorés. Enfin, bon, c'est aussi tout ça, quoi. Aujourd'hui, le nitrite ou E250 est partout. Les industriels ont réussi à l'imposer, même en bio. Additifs chimiques, conditions de travail déplorables. À se vouloir toujours moins cher, le bio ne risque-t-il pas de perdre son âme ? Le bio low cost est-il une aubaine ou une dérive ? Eh bien, c'est plutôt la deuxième réponse qui l'emporte. On l'a vu, faire du bio de qualité, bon marché, de façon industrielle et sans nuire à l'environnement, c'est tout simplement impossible. Voilà, c'est la fin de cette émission. Pour vos remarques et suggestions, je vous invite sur notre site ou sur notre page Facebook. Si vous souhaitez nous faire parvenir des informations de façon confidentielle, rendez-vous sur le site sécurisé Source Sûre. Tout de suite sur la une, le débat à votre avis, présenté par Sacha Daout. Très bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.